Pauline Klein, bonjour. Bonjour. Fermez l'œil de la nuit, c'est votre second roman, toujours publié chez Alia. Alors à un moment, la narratrice donne une définition intéressante. Elle dit: depuis toujours, je vis dans l'impossibilité de sortir de moi-même. L'extérieur est devenu une entité inaccessible dans laquelle je ne fais que passer. Et on se dit, c'est à la page 27 du livre, ça. Et on se dit qu'en lisant ça, ça y est, on y est à peu près, on commence à comprendre. Est-ce que c'est quelqu'un qui est complètement enfermé ou qui est presque une sorte de coquille vide et qui a un besoin désespéré de se raconter beaucoup d'histoires pour se nourrir un peu? Ou est-ce que c'est encore beaucoup plus compliqué que ça? Non, c'est à peu près tout ça en même temps. C'est une fille qui est un peu une coquille vide, mais c'est pas qu'elle est vide au départ, c'est qu'à mon avis, elle est sans cesse en train de renouveler son intérieur au profit de ce qu'elle voit et de ce qu'elle juge ou pas intéressant à vivre, à interpréter, à digérer. Mais est-ce que intérieur il y a? C'est vraiment la question du livre. Je sais pas si c'est une question très intéressante, c'est très abstrait, mais c'est vrai que quand vous lisez la phrase et que c'est cette narratrice qui dit ça, c'est pas une phrase qu'on dit comme ça. C'est assez philosophique entre guillemets, et c'est vrai que c'est la question du livre, c'est de savoir quelle est la différence entre l'intérieur et l'extérieur. À partir de quand est-ce qu'on est à l'intérieur? À partir de quand est-ce qu'on est à l'extérieur? Ça vaut dans les rapports entre les gens. À partir de quand est-ce que l'autre rentre en soi? À partir de quand est-ce qu'il est dedans? À partir de quand est-ce qu'il n'y est plus? Et voilà. Est-ce qu'il est plus là quand il est là ou plus là quand il n'est pas là, etc. Mais vous accordez aux autres des sortes d'existence sociale, je veux dire aux autres personnages du livre, en particulier aux couples qui vivent dans le même immeuble qu'elle, tandis qu'elle a pas de travail, on ne connaît pas sa source de revenus, si source de revenus il y a, elle n'a visiblement pas de vie sentimentale, vie sexuelle, elle se masturbe une fois, sauf erreur, donc ça va pas très très loin. Enfin voilà, on a l'impression que vous avez délibérément, pour un personnage de roman, vous lui avez enlevé à peu près tous les attributs qu'on peut attendre d'un personnage de roman. Vous ne lui avez pas accordé, en tout cas. Oui, c'est vrai, parce que en fait, je me pose souvent la question de quelle est la différence entre faire et pas faire, et que l'idée qu'on ne puisse ne pas du tout faire, c'est-à-dire être complètement défaite de tout sa capacité à faire, donc faire l'amour, faire la cuisine, entrer en rapport avec les autres, être socialement adapté du point de vue du couple, du point de vue professionnel et tout ça, je me demande, ce livre pose la question de ce que ce serait si tout ça n'avait pas lieu. Si toutes ces occupations, qui peuvent être à la fois des occupations sociales ou morales ou juste des passe-temps, qu'est-ce que ce serait si ça n'avait pas lieu? Si on ne faisait rien? Voilà, qu'est-ce qui resterait? Je pense qu'il y a plein de gens que ça angoisserait beaucoup de pas avoir Plein de gens, la quasi-totalité, vous voulez dire? Beaucoup de gens, bien sûr. Moi, j'aime bien, de temps en temps, de façon très localisée, pas tout le temps, mais faire l'expérience. C'est pas du tout ma vie à moi. Je suis pas du tout cette fille-là. Mais j'aime bien me poser la question de la possibilité de cette absence d'agrégat social possible. D'accord, donc j'avais bien raison là-dessus, d'agrégat social, d'agrégat amoureux, sociaux même, on peut dire. Absolument, d'agrégat amoureux avec un X de toute façon. Mais ça veut dire que ce qui reste en fait, c'est la capacité de quoi? De se projeter, d'un peu de mythomanie, de prendre la vie des autres parce qu'on n'en a pas soi-même. Ce qui reste, c'est le vertige des possibles. C'est vraiment la possibilité c'est le vertige des possibles. Je ne peux pas dire autre chose. C'est-à-dire que si on n'a pas d'amoureux, tous les hommes et les femmes sont des partenaires potentiels. Si on n'a pas de travail, on aurait pu être chef d'orchestre ou poissonnier ou assistante maternelle. Il y a des tas de choses qu'on aurait pu faire. Et je me demande toujours, c'est une succession de questions. Moi, je m'intéresse plus aux questions. Quand quelqu'un est assistante maternelle avec un mari, un enfant, et que sa vie, son discours me donne l'impression qu'elle est tout ça, je ne peux pas y croire. Je me demande ce qu'elle est. Parce que ce n'est pour vous que de la représentation sociale, justement. Oui, pour moi, c'est le début du mensonge. Le couple, le travail, le métier que l'on fait, c'est le début du mensonge. Tout ce qui se donne à voir est le début du mensonge, donc j'aimerais savoir... Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire pour être dans le vrai,
mais je pose la question de ce qui est au-delà de ce qu'on dit. Alors, elle a une expression qui est très intéressante, vous l'employez quand elle parle, quand elle écrit plusieurs fois, c'est se dessiner. Elle dit « je vis se dessiner » et on a l'impression qu'effectivement, elle observe le monde. Ça, c'est parce que j'ai pas beaucoup de vocabulaire. Non, j'utilise toujours un peu les mêmes termes. Non, mais c'est pas ça. C'est plutôt qu'on a l'impression qu'elle essaye de, vous savez, comme dans les jeux, d'aller d'un point à un autre pour avec essayer, les chiffres, avec les chiffres, pour essayer de voir une figure. C'est-à-dire que son imagination ou son sens de l'observation, peut-être même pas que son imagination, vagabonde suffisamment pour des choses qui paraîtraient absolument banales et normales et sans intérêt à peu près n'importe qui sauf elle. Elle, justement, elle voit se dessiner des figures dignes d'intérêt. C'est-à-dire qu'elle voit dans ce qui serait a priori des détails, des choses qui lui donnent des indications sur ce qu'elle est. Et là encore, ça ne vient pas, comme vous disiez au début, de l'intérieur. Ce n'est pas elle qui décide, puisque j'ai une aspiration à la musique, je vais faire de la musique. C'est la musique qui lui tombe dessus. Qu'est-ce que me veut l'extérieur? Donc c'est l'extérieur qui l'interpelle. Et j'arrêtais pas de penser, il y a une phrase de Borges que j'adore depuis que je suis toute jeune, je ne sais pas la citer exactement, mais qui dit qu'à la fin de sa vie, l'homme se retourne sur son passé et voit se dessiner la forme de son visage. C'est-à-dire qu'à chaque choix qu'il a fait, il laisse derrière soi des tas de possibles, justement, et que lorsqu'il arrive à la fin de sa vie, c'est lui. Tout ça, c'était lui. Et elle essaye d'avoir cette distance déjà pour essayer de voir à quoi elle ressemble. À quoi elle ressemble et puis à quoi ressemblent les autres. C'est-à-dire que ce couple qu'elle écoute, qu'elle observe, ça va même plus loin que ça, puisqu'elle dit, en gros, la première fois que je suis entré chez eux, ils n'étaient pas là. Donc il y a quand même une intrusion. Ouais. On a l'impression qu'elle regarde avec une très grande distance comment un couple se construit, comment il existe socialement en tant que couple, par quel passage obligé il doit traverser. On sent qu'elle est une observatrice assez critique de la machine du couple. Oui, c'est exactement ça, l'entreprise, la machine. D'autant que ce sont des artistes, donc ce sont des gens qui se regardent beaucoup, qui se regardent beaucoup produire, qui se regardent beaucoup faire, qui s'écoutent beaucoup parler, et qui sont donc chacun dans des espèces de rôles assez définis. Voilà, en plus il y a des enfants qui arrivent, donc ça n'a pas vraiment d'impact sur leur couple, mais en tout cas, on les voit pour la première fois dans un magazine de journal, dans un reportage photo, et on aperçoit que comme il y a de temps en temps dans les magazines, une pile de beaux livres avec un canapé, ils ont l'air de tellement bien s'entendre, elle rit aux éclats, lui il est bourru mais tellement sympathique, elle est belle et sauvage, et on a l'impression d'une petite nouvelle un peu étrange sur un couple, et je trouve que de temps en temps ça provoque, chez les femmes en tout cas, une espèce de désir de pourquoi moi c'est pas comme ça chez moi, pourquoi dans mon couple on rigole pas sur le canapé, et je trouve que c'est pareil sur les réseaux sociaux, dans des tas d'images. Pourquoi n'est-il pas bourru mais tellement sympa? Oui, c'est ça. Et c'est vrai que de temps en temps quand on est en couple on passe beaucoup de temps à s'ennuyer, à rien faire de spécial, à s'engueuler un peu. Enfin la vie est pas une succession de petits moments de complicité folle entre l'être aimé et soi. Et donc là, on dirait qu'ils segmentent leur vie pour qu'elle soit une succession de petits segments très heureux et qu'il n'y a que ça qui compte. Ouais. Mais en même temps, la femme de ce couple, alors lui, il s'appelle Claude Tissien, 2SIEN, et elle, Diane Todt. Et elle, est-ce qu'on peut dire qu'elle est complètement mythomane? Parce que ça aussi, c'est très drôle. Au début, elle travaille à Pôle emploi. Alors, là, peut-être qu'elle vous ressemble là-dessus, je ne sais pas. Mais quand elle écoute les gens, en fait, c'est la tactique du caméléon, si j'ai bien compris. C'est-à-dire que si elle écoute un boulanger, elle va tout comprendre immédiatement des tics de langage du boulanger, c'est-à-dire... Elle croit, voilà. Ouais. Mais comme Sartre disait que le garçon de café joue à être un garçon de café, le boulanger joue à être un boulanger. Ouais. Et elle, donc, elle va regarder comment le boulanger joue à être un boulanger. Elle regarde comment se fabriquent les costumes, oui. Voilà. Comment se fabriquent les costumes de garçon de café ou de boulanger. Et elle a l'impression de repérer, les tics de langage, les costumes, les apparences que prennent chacun, et donc elle répertorie ça. Et ensuite, elle a l'impression dans ces différents emplois fictifs ou réels. C'est vrai que l'emploi fictif, moi, ça me fait beaucoup rire à chaque fois quand j'entends cette expression. Elle a l'impression de savoir cataloguer et de savoir exactement à quoi correspondent certaines attitudes, certains codes vestimentaires. Elle se croit très forte, comme ça, presque dans le recensement, le classement de tous les corps de métier et donc de toutes les attitudes possibles, en fait. Ouais.
Oui, parce qu'elle a une expérience dans la banque où chacun parle d'une certaine manière. Elle est outrée par le fait qu'il y ait des pots de départ et tout. Alors c'est le moment de rigoler, donc on rigole, on se taquine, on boit un peu de champagne dégoûtant, et puis après on passe à autre chose. Et puis elle parle aussi beaucoup de ça, la hiérarchie dans certaines entreprises. C'est une chose qui m'avait moi fascinée quand j'ai travaillé dans des entreprises. Donc je me suis rendu compte, j'avais l'impression que celui qui était au-dessus de soi avait plus le droit de parler, de se confier à celui qui était en dessous, parce qu'il était en dessous. Donc, et celui qui était en dessous rigolait à celui qui faisait des blagues s'il était au-dessus. Il y avait des rapports de force qui allaient jusque dans les rapports humains, amicaux. Donc même moi, je jouissais. Si je déjeunais avec une stagiaire, je lui parlais de moi pendant 1 heure. Parce qu'elle était obligée de vous écouter. Parce qu'elle était stagiaire, donc elle m'écoutait. Alors voilà, vous êtes très forte dans ce genre de truc. Par exemple, quand vous racontez l'histoire de 2 filles qui se racontent leurs histoires de mecs, visiblement à une terrasse de café, vous dites, la moins jolie des deux, elle écoute. Voilà, se croit obligée d'écouter comme ça, avidement, et comme si ça l'intéressait vachement, la plus jolie des deux. Oui, mais en fait, elle y est obligée parce qu'elle est la moins jolie, c'est tout. Et que la plus jolie a plus de trucs à raconter. Parce qu'elle a rencontré des garçons, parce qu'il lui arrive des choses, et parce que ça lui donne un pouvoir, une confiance, enfin en tout cas à l'âge supposé quand c'est de jeunes filles. Oui, elle a plus de pouvoir, la jolie. Donc elle parle. Alors de façon plutôt plus mystérieuse, puisque j'en ai pas terminé, je disais qu'elle était mythomane, pour l'instant elle est juste observatrice, Diane. Pourquoi s'invente-t-elle des souvenirs d'enfance ? Ça, c'est un des chapitres du livre les plus extravagants. On apprend que ce couple n'arrête pas de s'engueuler et que la plupart de leurs disputes viennent du fait qu'elle invente. Elle invente des trucs sans arrêt qui lui seraient arrivés et dont il s'aperçoit assez vite que ce n'est pas vrai. Ça ne lui est pas arrivé. Parce qu'elle est tellement pénible en fait dans son rapport à ce type-là qui lui a pas demandé grand-chose. Elle est tellement en demande de communiquer, comme sont les femmes parfois, qu'elle ne sait plus quoi inventer de temps en temps pour retenir son attention. Donc quand lui est sur le point de claquer la porte, tout d'un coup, elle va lui avouer quelque chose qui lui est arrivé dans son enfance, un truc traumatisant, quelque chose d'inavouable. Donc elle invente ça parce qu'elle le méprise en fait, ce type-là. Elle se contrefiche de la vérité entre eux. Donc à ce moment-là, il ne claque pas la porte, il a pitié, qu'est-ce qui a bien pu lui arriver dans son enfance, donc elle invente ça. Voilà. C'est de la mythomanie ? C'est de la manipulation. Ouais. Ah oui, c'est ça en fait, elle le manipule. Parce que mythomane, je sais pas ce que c'est d'un point de vue clinique, mais je pense qu'à un moment donné, on croit à ce qu'on raconte, je sais pas. Elle, je pense que la vérité et le faux n'ont pas d'importance. Ce qu'elle raconte, à partir du moment où c'est dit, au moment où c'est dit, c'est vrai. Ce ne sont que des mots avec un sujet, un verbe, un complément. La personne en face fait ce qu'il a à faire en entendant ça. Ouais. Et elle se fout complètement de savoir si c'est vrai. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a aucune importance. Les mots n'ont pas d'importance. Donc elle dit, tu sais, quand j'étais petite, voilà ce qui m'est arrivé. Donc lui, qui est un peu plus rationnel, estime que cette phrase-là veut dire quelque chose par rapport à la véracité de son enfance. Mais après, et lui fait des recherches quand même. Il essaie de savoir pour l'aider. Et puis elle se dit aussi, un peu comme dans le truc de Borges, que peut-être que si on invente quelque chose, c'est que finalement ça doit bien venir de quelque part. Que le mensonge, l'invention ne vient pas de nulle part. On doit bien avoir une catégorie de notre entendement qui nous pousse à mentir et qui du coup n'est pas anodine, quoi. Donc le mensonge est très révélateur. Le mensonge, oui, serait une espèce de symptôme de ce qu'on est et qu'on ne s'avoue pas à soi-même. Et donc ça peut aller très loin comme ça. Alors sur les histoires de biographie justement, il y a quelque chose de très amusant. Je m'étais aperçu que ça existait, mais j'aurais jamais eu l'idée d'y participer. C'est ce qu'on appelle les discussions en fait sur les pages Wikipédia. C'est-à-dire qu'on peut changer la biographie de quelqu'un sur sa page Wikipédia, mais si ça dure pas longtemps. Voilà, si vous racontez absolument n'importe quoi, il y a de fortes chances. Je sais pas comment ça s'appelle, le modérateur ou. Oui, il y a un modérateur. Oui, un chef de Wikipédia qui regarde. Moi, j'avais essayé de me faire une page avant d'avoir ma page Wikipédia. Je sais pas qui l'a fait d'ailleurs, et qui existe. Enfin, d'avant l'invention de ma page Wikipédia, je n'en avais pas et j'avais écrit juste Pauline Klein et j'avais écrit Pauline Klein est vraiment super. Juste ça dans le texte. Et c'est pas ça du tout, une page Wikipédia. Oui, je sais que c'est pas ça, mais j'avais peut-être mis Pauline Klein est née en 1976, elle est vraiment super. Et c'était resté 1 heure.
Et puis au bout d'une heure, c'était, ou peut-être un peu moins, mais enfin c'était resté un moment, ça me faisait rigoler. Puis j'ai voulu l'envoyer à quelqu'un pour lui montrer, puis ce quelqu'un n'a pas pu le voir. Donc là, je me disais on peut peut-être s'écrire, c'était peut-être un moyen de communiquer, de communiquer. C'est-à-dire que Wikipédia est un réseau social, en oui. fait, mais quasiment en temps réel. Un petit peu, parce que la plupart des gens que je connais pas beaucoup de gens connus, mais des quelques personnes qui ont une page Wikipédia, quand ils la lisent, ne savent pas qui a fait ce truc pour eux, qui a pondu la page, sauf, je sais pas, il y en a certains qui font faire une page Wikipédia, mais d'autres ne savent pas et ne peuvent pas vérifier ce qu'il y a dessus, donc c'est des petits romans. Donc là, elle arrive de temps en temps, comme Claude Titien est un personnage un petit peu public, elle modifie. Il est artiste. Il est artiste contemporain. Donc elle modifie sa page Wikipédia. Le truc, c'est que lui est suffisamment, je sais pas, concerné ou mégalomane pour se regarder, pour la regarder sans arrêt sa page Wikipédia, et donc s'apercevoir qu'elle y a mis n'importe quoi. Elle lui dit que sa page Wikipédia a été modifiée, donc il va voir et donc elle lui laisse des messages. Non, c'est lui qui lui dit, il y a quelqu'un qui s'amuse à mettre des trucs sur ma page Wikipédia, exact. Et ça m'amuse énormément. Et elle se dit, je suis pas sûr que ça l'amuse tant que ça. Mais donc il y est allé quand même. Exactement, oui, c'est ça. Vous avez raison. Oui, donc il est complètement mégalomane. Oui, de toute façon, il est un peu mégalomane. Il est persuadé que c'est lui qui tire les ficelles de pas mal de choses. Alors, on a quand même envie de vous poser la question parce que, en vous lisant, je me disais, ce qui est formidablement original dans le livre, c'est qu'on a l'impression que ça doit beaucoup plus à l'art contemporain, aux installations, à des choses très conceptuelles comme ça, que à du roman justement psychologique avec des biographies, des critères sociaux, ce genre de choses, et qu'en même temps, c'est pas du tout une charge, parce que ça commence à être quand même assez banal, contre l'art contemporain. Ça serait plutôt une description amusée d'une sorte d'état des lieux. Oui, exactement. L'art contemporain m'a beaucoup plus influencé que la littérature. Je pense que je connais beaucoup plus de choses dans l'art contemporain que dans la littérature en général, parce que j'ai pas beaucoup d'influence littéraire, j'ai beaucoup d'influence dans l'art contemporain. Et je me suis rendu compte au moment où j'ai été étudiante en philo et après en esthétique que l'art contemporain était une discipline avec des possibilités et des libertés que j'avais pas suspectées, parce que j'ai pas eu de parents qui m'ont appris l'art ou quoi que ce soit. Donc quand j'ai découvert qu'on pouvait poser quelque chose et inventer un texte ou une histoire autour d'un objet banal du quotidien, je me suis dit tiens, c'est un terrain de jeu intéressant. Donc depuis, je me dis qu'en effet, mentir peut être une façon de faire de l'art contemporain. Modérer les choses, les modifier, ajouter ma trace, peut-être une forme d'art contemporain, et qu'on peut s'octroyer certains droits. C'est une espèce d'endroit dans lequel la loi n'est pas totalement définie. Ce qui permet l'expérimentation. Ce qui permet l'expérimentation, oui. Alors, mais ça donne des résultats curieux. Par exemple, à la fin du livre, on n'en a pas encore parlé, mais on va en parler. Il y a un personnage, c'est beaucoup dire. Il y a quelqu'un qui écrit des lettres, qui est en prison, et il a cette phrase que je trouve extraordinaire. Il dit, la prison est une installation comme une autre. Et là, on se dit, la prison est une installation comme une autre. Non, mais c'est pas ce que je veux dire. En plus, c'est pas moi qui dis ça. Qui est-ce qui dit ça? Didier. Ah, c'est Didier. Heureusement que je suis là pour vous aider. Ça fait longtemps que j'ai pas lu ce livre. C'est pas moi qui l'ai écrit en plus, du coup. Non, c'est pas tellement que ce soit une installation, c'est que dans le monde des idées, on peut dire beaucoup de choses. Et moi, à la fois, ça m'amuse et ça me choque, parce que il y a des débats et des textes et des idées contemporaines. On peut dire tellement tout et n'importe quoi. Mais ça en fait partie. Aujourd'hui, ça fait partie de tout ce qu'on peut dire et qu'on dit. Quand vous parlez d'artistes contemporains qui vous influencent, vous pensez à qui, par exemple? Pas mal de femmes, Cindy Sherman, Sophie Calle, Annette Messager, des femmes. Après, Louise Weiner, qui ça y est, je connais plus. Je connaissais les trois. C'est pas Louise, c'est Lorenz d'ailleurs. Oui. Que vous connaissez, oui, des artistes conceptuels. Bon, je vais pas faire un catalogue de... Non, mais qui peuvent jouer justement sur l'intime, sur la biographie, sur le souvenir et sur le jeu un peu de modification ou de déplacement de ça, justement.
Parce qu'il y a un moment où le héros, donc Claude Titien, ça j'ai trouvé ça très très drôle parce que c'est souvent ce qu'on reproche à l'art contemporain. L'année d'avant, il avait publié une annonce dans le magazine Beaux-Arts dans laquelle il suggérait, ouvrez les guillemets, des idées pour artistes conceptuels, plasticiens, sculpteurs, photographes, etc. en mal d'inspiration. Et souvent, c'est le reproche qui est fait à l'art contemporain, c'est-à-dire de se réduire à une idée ou à un concept qui ensuite est décliné à l'infini. Et lui, en fait, il vend une idée ou un concept à des artistes qui en seraient singulièrement dépourvus. Bah oui, c'est des idées que moi j'avais aussi à un moment donné quand j'avais des amis artistes, quand j'habitais aux États-Unis, et je leur disais pourquoi tu fais pas un croissant en cuir, pourquoi tu fais pas un ordinateur en porcelaine ou et j'aimais bien l'idée de ne pas faire, d'avoir des idées, d'avoir un catalogue d'idées complètement abstrait et de pouvoir les distribuer parce qu'en fait pour moi les idées n'appartiennent jamais à personne. Ça m'est égal si ce livre est complètement copié, par exemple. Vraiment, je crois que ça m'est égal. Ça m'est égal que les idées, enfin, je trouve normal que les idées circulent et que on ne soit pas, qu'on ne soit pas dans la possessive, surtout dans ces trucs-là d'écriture, d'art. On fait ce qu'on veut, donc on peut se piller les uns les autres. D'autant plus que souvent une même idée est dans l'air du temps, plus, effectivement, elle appartient à personne. Hein. Oui. Donc c'est ça qui m'intéressait là-dedans, c'est qu'on puisse proposer des services. Des services d'idées. Ouais. Et lui, ce qu'il fait quand même, ça a quelque chose à voir avec le morbide, les cadavres, la pourriture, les choses décomposées. Enfin, vous l'avez mis dans un segment de l'art contemporain où, pour le coup, on imagine qu'il va avoir beaucoup d'ennemis ou en tout cas beaucoup de contempteurs. Parce que ça, c'est un versant de l'art contemporain que j'aime moins et que je trouve beaucoup plus critiquable parce qu'il n'est pas dans ce truc de liberté. Il est dans une prise de pouvoir hyper autoritaire. Au nom de l'art, où on fait un peu ce qu'on veut, justement du morbide, où on joue avec la mort, la chair, les choses morales, et qu'au nom de la créativité et de l'originalité et de l'art, on est prêt à faire n'importe quoi. Et je trouve que cette attitude-là est assez méprisante vis-à-vis des gens, par exemple, qui trouvent qu'une belle peinture ça suffit ou qui ne vont pas forcément dans des galeries d'art conceptuel hyper pointues. Et que c'est vrai que j'ai lu plein de fois des articles dans des magazines d'art contemporain très à la mode qui disaient le français moyen peut pas comprendre. Alors ça, pour moi, il y a rien de pire que de dire moi je fais ça, je me place en haut et vous autres vous ne pouvez pas comprendre. Et plus c'est choquant et plus c'est dégueulasse et plus c'est méchant, plus c'est difficile d'accès. Je trouve ça un peu facile et donc lui est comme ça. Vous trouvez qu'il y a une forme d'arrogance, très arrogant, voire même carrément agressif et méprisant. Je trouve ça méprisant. Je trouve que c'est pas une manière honnête de s'isoler. Parce que lui il s'isole et c'est pas sympa. C'est une façon de tourner le dos de façon très facile. Et elle écrit « La vie dehors a lieu au-dessus de chez moi ». J'adore cette phrase, bravo. La vie dehors a lieu au-dessus de chez moi, chez un couple qui a l'air de s'être rencontré comme on ferait une expérience. C'est quand même une façon de voir les choses. C'est pas un livre en fait. Là, en vous entendre, j'ai l'impression, je me demande de quoi on parle. Oui, elle est toute seule chez elle. Donc elle entend ses voisins. Pour l'instant, elle n'entend que les bruits des pas sur le plafond, que les bruits. Donc elle recompose un peu comme une craie autour d'un cadavre sur son plafond les bruits des voisins là-haut. Et puis comme elle est seule et que là elle entend du bruit, elle les voit dans son Judas passer, elle voit qu'elle est enceinte, elle le croise de temps en temps dans le quartier. Elle attrape le début de sa vie, une partie de sa réalité et là-dedans quoi. Elle est dans ce truc de couple qui l'intéresse beaucoup. Je suis entré dans l'appartement comme on entrerait dans un décor de livre. Ouais. C'est le décor du livre. Ouais. C'est-à-dire qu'elle pénètre dans la fiction. Elle pénètre dans le décor de son propre. Oui, dans le décor du livre. Ouais. C'est-à-dire, elle a commencé par le voir dans un magazine, de voir ses photos de magazines dans lesquels il pose. Et donc, pour elle, ce sont eux, ces gens-là, sur ce magazine, sur ce canapé. Et quand elle rentre, tout est raccord avec le magazine, sauf qu'ils ne sont pas là.
Et c'est aussi un peu la couverture du livre avec le lit et la dame qui fouille dans le fond. Alors la couverture du livre, c'est Titien justement, mais le vrai. Voilà, de la Vénus d'Urbino. Oui, alors Titien le vrai. Alors voilà un petit jeu par exemple. Donc Titien le peintre avec un T, Titien le vôtre avec deux S. Il fallait lui donner un nom de peintre un tout petit peu transformé. Il fallait, oui. C'était très important. J'ai mis, je ne sais pas si on s'en rend compte, des tas de petits signes qui se réfèrent les uns aux autres. Entre Titien, il y a Poussin, la rue Poussin, du jeune Poussin, le tableau de Poussin au début. Il y a des tableaux, des morceaux du drapeau d'Istanbul décomposés dans le... j'ai pas vu. C'est pas très grave. J'ai pas été assez attentif. Ce sont des anecdotes qui sont entre le café dans lequel elle va avec son père et puis après la chambre des enfants, il y a une étoile et une lune. Enfin, il y a des petits morceaux comme ça un peu partout. Et puis Titien, là, c'est Alia qui a trouvé la couverture parce que je voulais un tableau de Titien. Et à partir de cette image de la Vénus d'Urbino, j'ai construit une scène où elle va fouiller dans la scène où elle est dans la chambre. J'ai rajouté un chien, du coup, comme il y a un chien. Comme il y a la fameuse femme qui a donné lieu à plein d'interprétations, qui est penchée au-dessus de ce coffre, qui fouille dans ce coffre et on se demande ce qu'elle est en train de chercher. Et par ailleurs, vous citiez Sophie Calle, c'est-à-dire que ça, c'est vraiment pour le coup un dispositif ou une performance qui peut faire penser à certains travaux de Sophie Calle. C'est-à-dire que l'héroïne apprend qu'elle a peut-être un frère quelque part et elle se met en tête de chercher ce frère et donc l'administration s'en occupe, etc. Et elle écrit: quelqu'un m'avait manqué et on allait se charger de trouver qui. Et en fait, vous racontez que voilà, qu'on répond à sa demande. Oui. Et on voit très bien Sophie Calle envoyer des lettres un peu comme ça, comme des bouteilles à la mer, et se demander ce qu'on va lui arriver, ce qui va lui arriver sur le rivage. J'aime bien justement ces entités hyper réelles, genre Wikipédia, la mairie, le système administratif. De temps en temps, je trouve qu'ils peuvent prendre le relais de choses très poétiques et très abstraites. Moi, ça m'est déjà arrivé, je sais pas, de faire un truc avec ma pièce d'identité, de faire exprès de la perdre pour pouvoir... Moi, je me sens assez bien dans une salle. Vous faites exprès de la perdre? J'ai déjà, voulu refaire faire ma pièce d'identité pour savoir si mais je pouvais ça a pu arriver à n'importe qui, mais je le voyais pas comme un amusement, vous voyez, parce que c'est plutôt une galère infinie, non? Je trouve ça assez rassurant, les endroits de mairie où on prend un ticket, où on sait pourquoi on est là, on sait pourquoi on fait rien. On est assis sur une chaise et on attend. Bon, oui, je dis pas que je passerai ma vie à faire ça, mais j'aime bien quand l'administration prend le relais. Ouais. Quand après avoir réuni des pièces, des papiers, etc., on voit comment ça répond, quoi. Hein, comment le mur répond, en fait. Exactement. Si ça rebondit bien. Eh ben, merci beaucoup. Et pour vous répondre, vous vous demandez à un moment qui lit encore ces journaux-là en parlant de Pariscope et l'officiel du spectacle. Oui, vous. Moi. C'est vrai. Vous n'avez pas d'application. Si, j'ai une très bonne application Allociné. Je suis pas complètement pictécantrope, mais Pariscope est l'officiel des spectacles. Toutes les semaines. J'aimerais toujours, ouais. Moi, je comprends. C'est un compagnon sympathique. Ben ouais, c'est une installation comme une autre. Ouais. Merci beaucoup, Pauline Klein. Fermez l'œil de la nuit, c'est publié chez Alia. Alexandre, vous nous racontez aujourd'hui l'actualité du 11 février 2013. Une journée où Arnaud Montebourg est à la une. Oui, avec une photo publiée en une de Libération, celle d'Arnaud Montebourg sortant la tête d'une tente, le vieux campeur, au pied du ministère de l'économie et des finances, lèvres violacées par le froid, visage émacié par la faim. Arnaud Montebourg, couvert d'un plaid gris, des tisseurs savoyards réunis et équipé d'un passe-montagne La Ferme du Moher et de Moufle le Bouquetin des Alpages, qui entamait hier son 10e jour de grève de la faim pour protester contre le plan social annoncé par les usines Michelin. Un Arnaud Montebourg bien résolu à aller jusqu'au bout dans cette affaire. Les Michelin ne sont pas à la hauteur de la grande nation dans laquelle ils sévissent, dans laquelle ils trahissent, dans laquelle ils se vautrent dans le vice, a-t-il expliqué. Ces gens-là ont bâti le velours de leur rente de situation sur la sueur du prolétariat. Que croient-ils, ces suceurs de sang du peuple? Que la France va les supplier, tel la catin qui, à force d'humiliation, finit par faire de son bourreau un bienfaiteur? Fi donc, vaurien, arrière, faquin, butor, coquin, maraud!
Je ferai ployer ces gens foutres. Je hurlerai de la ferveur de ces affamés qui n'ont plus rien. Je me nourrirai de la colère du peuple. Oui, le peuple qui, par moi, avec moi et en moi, se relèvera soudain fier et digne. Je consumerai entièrement l'instrument de révolte et de liberté qu'est mon corps physique pour sublimer le corps mystique du prolétariat. Et je ferai rendre gorge à tous les serviteurs zélés de la finance mondialisée. Que les bouseux, les sabots crottés, les misérables enguenillés reprennent espoir. Arnaud Montebourg est là, porte-parole des petits et des traînes savates, dignité retrouvée des va-nu-pieds et des cutéreux, porte-drapeau sans relâche des analphabètes, des crétins et des chômeurs. Quand les gueux courbent les chines, Arnaud Montebourg redresse le peuple. C'est beau comme un édito d'Audrey Pulvar, Alexandre, et on voit que même au bout de 10 jours sans se nourrir, Arnaud Montebourg a encore la forme. Mais le trottoir de Bercy est-il le lieu où le ministre est le plus efficace pour négocier avec la famille Michelin ? Alors évidemment, c'est la question qui se pose aujourd'hui, Frédéric. D'ailleurs, dans un premier temps, Arnaud Montebourg avait employé d'autres stratégies. Menaces de nationalisation, puis d'expropriation, agitation du spectre de l'exil et de la déchéance de nationalité, évocation du retour de la guillotine pour ce qu'il nomme l'anti-France de la finance. Mais il semblerait que ces initiatives n'aient trouvé qu'un écho limité auprès du gouvernement. Jean-Marc Ayrault qualifiait ces initiatives d'idiotie dangereuse et stupidement idéologiques. Montebourg menaçait alors, pour la 23e fois en 6 mois, de démissionner, mais cette fois-ci pour de vrai. Attention, il allait le faire, c'était un vrai gueudin. Intervenait alors François Hollande qui calmait le jeu. La guillotine n'est pas souhaitable, disait-il, mais il convient d'entendre à travers Arnaud le désarroi d'une partie de nos concitoyens, sans décourager bien sûr l'esprit d'entreprise d'une autre partie de nos concitoyens. Il faut saluer la grande énergie d'Arnaud Montebourg qui est au cœur du dispositif de justice du gouvernement, justice qui ne va évidemment pas sans une attention nécessaire aux forces vives de la nation que sont la famille Michelin, sans pour autant oublier les nuances qu'il conviendrait d'apporter à cette nécessaire fermeté dans un esprit de réconciliation et de souplesse. 2 heures plus tard, François Hollande validait le plan social, 543 départs de Michelin, non sans l'avoir baptisé Pacte de synergie Michelin-Pôle emploi, pour un processus de trajectoire volontaire vers une requalification diplômante, vers une reconversion improbable. Tout en encourageant M. Montebourg à poursuivre son combat plus que jamais légitime. Donc Montebourg proteste contre un plan social validé par le président lui-même qui encourage la protestation. C'est à n'y rien comprendre, Alexandre. Oui, mais ça marche. Car face à un Jean-Marc Ayrault à moins de 6% d'opinion favorable, Montebourg est à chaque jour un peu plus populaire. Évidemment, le plan social de Michelin est adopté. Et le projet par Montebourg de reprise de Michelin par Marcel Koch, fabricant de yo-yo en caoutchouc de Maubeuge, n'était pas forcément pertinent. Mais les Français apprécient la pugnacité du ministre face à la social-démocratie tiède du Premier ministre. Hollande est dans son rôle de président au-dessus de la mêlée, qui arbitre et fait la synthèse de ces deux tendances, qu'il qualifie lui-même de complémentaires parce que contradictoires et compatibles parce qu'irréconciliables. Allez comprendre. Mais finalement, ce sont les informations dévoilées par Mediapart qui pourraient rompre ce bel équilibre. Le journal d'investigation prétend que la grève de la faim de M. Montebourg n'est qu'une façade. D'après Edoui Plenel, dès que les caméras s'en vont, Arnaud Montebourg se fait livrer tous les jours côte de bœuf, os à moelle et pieds de cochon. À l'appui de ces accusations gravissimes, un enregistrement authentifié. On y entend Montebourg déglutir goulûment, à bouche déployée en émettant des borborignes de satisfactions ignobles. Entre deux bouchées, le ministre émet quelques râles de satisfaction. Un enregistrement accablant qui pourrait, si d'autres preuves plus évidentes venaient à suivre, écorner l'image du petit père des pauvres. Et en même temps, une grève de la faim rigoureuse, mais qui n'interdit pas de se nourrir. On dirait qu'Arnaud Montebourg commence à maîtriser sur le bout des doigts l'art hollandais de la synthèse. Eh oui, l'art hollandais de la synthèse. Merci Alexandre Gamelin, à demain, ciao.